Cet événement est rendu possible grâce à la collaboration de la Commission de la santé mentale du Canada, de Santé mentale en milieu scolaire Ontario et de WeMatter. Ensemble, nous poursuivons une conversation importante sur le soutien au bien-être mental et la promotion de la vie à l'école. Le webinaire d'aujourd'hui s'appuie sur notre engagement commun à créer des environnements où chaque élève se sent valorisé, soutenu et plein d'espoir. Nous examinerons des stratégies et pistes aidant les écoles à devenir de véritables partenaires solides dans la prévention du suicide et la promotion de la vie. Partout au Canada, le suicide demeure la deuxième cause de décès chez les adolescents et les jeunes adultes, et les écoles sont bien placées pour faire la différence. Le travail d'aujourd'hui reflète des voix venues de partout au pays, enseignants, intervenants en santé mentale, chercheurs et surtout les jeunes eux-mêmes. Je tiens donc à vous remercier pour votre présence et pour votre engagement à bâtir un avenir où chaque jeune a la possibilité de vivre avec espoir et un sens véritable. Merci Stephen de nous avoir si bien lancés. Bon après-midi, c'est un plaisir d'être avec vous. Avant de commencer, je tiens à reconnaître qu'en tant que leader du système, vous savez que la prévention du suicide n'est pas seulement une responsabilité professionnelle, elle nous touche aussi personnellement. Revenir sur ce sujet peut réveiller de l'inconfort ou des émotions fortes. Si cela vous arrive, prenez conscience de ce que vous ressentez et soyez bienveillant envers vous-même. Vous n'avez pas à tout absorber d'un coup. Si ce n'est pas le bon moment, il est tout à fait correct de prendre du recul et de faire une pause. Prendre une pause n'est pas une faiblesse. C'est essentiel pour préserver votre capacité à diriger. Si ces conversations vous perturbent, n'hésitez pas à demander du soutien. En prenant soin de vous, vous préservez votre force et votre capacité à guider votre district et à soutenir le personnel et les élèves dans les moments difficiles. Les cliniciens sont présents à cette séance. Pour parler à l'un d'entre eux, envoyez un message direct dans le clavardage à Sherry Sims et elle organisera une mise en relation pour vous. Pour rappel, l'objectif de ce guide est d'aider les leaders des systèmes scolaires à comprendre et à mettre en œuvre les éléments essentiels d'une prévention efficace du suicide en milieu scolaire et à promouvoir la vie. Il met en lumière les bonnes pratiques à adopter, celles à éviter et les rôles clés que jouent les leaders pour créer un milieu scolaire bienveillant. Merci. Et aujourd'hui, nous nous concentrons sur la coordination des programmes et le renforcement des capacités. Les chapitres 4 et 7 se complètent bien. On les considère comme le quoi et le comment de la prévention du suicide et de la promotion de la vie à l'école. Hier, vous auriez dû recevoir un courriel avec le diaporama utilisé aujourd'hui, l'outil de réflexion que vous voyez à l'écran, ainsi qu'une fiche récapitulative sur les stratégies de promotion de la santé mentale. Nous espérons que ces ressources vous seront utiles. L'outil de réflexion est un PDF à remplir, conçu pour vous aider à repérer les actions déjà en cours dans votre district, les éventuelles lacunes dans ce travail, et pour noter les prochaines étapes possibles qui vous viennent à l'esprit. Avant de passer au contenu d'aujourd'hui, nous souhaitons revenir sur le système de soutien à paliers multiples ou SSPM. Tel qu'évoqué dans le premier webinaire, il offre un cadre pour intégrer la santé mentale à la culture scolaire et pour les leaders, il s'agit de mettre en place des systèmes qui soutiennent chaque élève. Le palier 1 crée des environnements inclusifs qui favorisent l'affirmation identitaire et la compréhension de la santé mentale pour tous. Le palier 2 se concentre sur le dépistage précoce et l'intervention, et le palier 3 garantit l'accès à des soins spécialisés. Diriger avec une optique de SSPM permet d'aligner les ressources, de renforcer les capacités et de créer des structures durables pour le bien-être des élèves et la prévention du suicide, en veillant à ce que chaque élève se sente reconnu, valorisé et soutenu. Aujourd'hui, notre apprentissage porte davantage sur le rôle crucial des leaders scolaires dans la coordination et le renforcement des capacités pour prévenir le suicide et promouvoir la vie. Ce travail commence par instaurer une compréhension partagée dans toute la communauté scolaire. La promotion de la santé mentale et du bien-être, c'est aussi de la prévention du suicide.
Les leaders veillent à ce que les élèves et les familles disposent d'occasions concrètes et régulières d'apprendre la prévention du suicide et la promotion de la vie, et favorisent l'engagement des élèves en soutenant des initiatives de leadership en santé mentale qui autonomisent réellement les jeunes. Une autre responsabilité clé est de veiller à ce que tout le personnel scolaire bénéficie de formations professionnelles afin qu'ils se sentent confiants et outillés pour reconnaître les signes de difficulté et y répondre de manière appropriée. Les leaders favorisent le dépistage précoce et aident les écoles à mettre rapidement en place des soutiens quand des inquiétudes surgissent. Les leaders du système supervisent également les pratiques fondées sur des données probantes, veillent à ce que les soins soient mesurés et suivis et investissent dans une formation de qualité pour les professionnels de la santé mentale du système. En coordonnant ce travail à travers une approche à paliers multiples, les leaders aident les écoles à se concentrer sur le renforcement des facteurs de protection et la promotion du bien-être des élèves, tout en réduisant les risques de façon durable à l'échelle du système. Il est essentiel que les équipes de leadership partagent une compréhension commune de l'importance de promouvoir la santé mentale et le bien-être. Les études montrent que les approches globales à l'échelle de l'école en matière de santé mentale comptent parmi les moyens les plus efficaces pour prévenir le suicide. La prévention commence bien avant une crise. Elle prend racine dans le climat quotidien, les relations et les compétences que nous cultivons dans l'ensemble du système. Nous pouvons renforcer ce travail en promouvant des stratégies de bien-être, l'apprentissage socio-émotionnel, des actions pour réduire la stigmatisation et favoriser une bonne littératie en santé mentale. Ces pratiques universelles aident tous les élèves à se sentir liés et soutenus. Une question clé pour les leaders est de savoir si le bien-être est intentionnellement intégré dans tout le district ou s'il n'est abordé que lorsque des occasions se présentent. Lorsque le bien-être devient central dans le fonctionnement des écoles, les facteurs de protection se renforcent pour chaque élève. Nos collègues de Medicine Hat, en Alberta, illustrent bien cette approche. Les 4 divisions scolaires y disposent de programmes universels bien établis visant à renforcer les capacités en santé mentale, notamment des programmes d'ASE fondés sur des données probantes, la résolution de conflits, la réduction du stress et la littératie émotionnelle. Les élèves plus âgés reçoivent aussi un enseignement en littératie sur la santé mentale pour les aider à reconnaître les signes de difficulté en eux-mêmes et chez les autres. Plus de détails se trouvent à la page 31 du guide. Les élèves nous disent régulièrement qu'ils souhaitent vraiment apprendre la santé mentale à l'école et les recherches le confirment. Lorsque les élèves comprennent mieux la santé mentale, ils repèrent plus facilement quand ils ont besoin d'aide et sont plus enclins à participer aux interventions de santé mentale qu'on leur propose. Il est tout aussi important que les parents et les aidants naturels développent cette compréhension. Lorsque les familles ont des connaissances précises sur la santé mentale, la stigmatisation diminue, les conversations deviennent plus faciles et les élèves sont plus susceptibles de demander de l'aide tôt. Renforcer la littératie en santé mentale dans toute la communauté scolaire crée un environnement de soutien où demander de l'aide est perçu comme normal et encouragé. Cela inclut de proposer des ressources sur l'affirmation identitaire qui aident les élèves, leurs parents et leurs aidants naturels à trouver du soutien non seulement au sein de l'école, mais aussi dans le cadre plus large de leurs traditions culturelles, spirituelles ou communautaires. À la fin de notre dernière séance, nous avons reçu une question sur la façon de mieux impliquer les parents et les aidants naturels. En réponse, nous partageons un lien vers un centre de ressources en santé mentale conçu pour les familles. Ces ressources visent à soutenir davantage l'apprentissage en santé mentale et le bien-être de chaque famille. Les leaders du système jouent un rôle essentiel pour veiller à ce que l'implication des élèves dans la santé mentale soit significative et sécuritaire. Bien que les élèves puissent être de puissants porte-parole, ils ne devraient pas être placés dans des rôles de soutien par les pairs liés à la prévention du suicide.
car cela peut créer une charge émotionnelle et un risque de préjudice. Des limites claires sont essentielles. Les élèves peuvent contribuer de façon sécuritaire en promouvant le bien-être, en partageant des stratégies pour gérer le stress, en menant des actions pour réduire la stigmatisation, en créant des messages axés sur l'espoir et en participant à des groupes d'affirmation identitaire qui renforcent le sentiment d'appartenance. Un autre volet clé est d'aider les élèves à comprendre comment demander du soutien. Cela inclut leur indiquer clairement où ils peuvent obtenir de l'aide à l'école et dans la communauté, de promouvoir les lignes d'écoute de plusieurs façons et de s'assurer que les élèves savent qui sont les adultes de confiance. Les aider à identifier leur propre réseau de soutien est tout aussi important. En réfléchissant à votre rôle de leader du système, demandez-vous, les élèves de votre district savent-ils comment accéder à un soutien en santé mentale pour eux-mêmes ou pour un ami? C'est un élément fondamental d'un système scolaire sûr et bienveillant. C'est maintenant un plaisir de passer la parole à la Dre Cathy Short qui va nous présenter la Dre Cindy Finn. Nous remercions la Dre Finn d'être parmi nous aujourd'hui pour apporter une voix de leadership venue du terrain. À vous, Cathy. Merci beaucoup, Maureen. C'est un immense plaisir de vous présenter mon amie et collègue Cindy Finn. La Dre Cindy Finn est la directrice générale du conseil scolaire Lester B. Pearson, un conseil scolaire qui dessert plus de 23 000 élèves anglophones dans la région de Montréal, au Québec. Avant ce poste, Cindy était directrice des services aux élèves au conseil Lester B. Pearson, responsable de la supervision des services cliniques et des professionnels non enseignants qui travaillent dans les 55 écoles et centres du conseil scolaire. Psychologue scolaire de formation, elle détient un doctorat en psychologie de l'éducation de McGill et est psychologue autorisée au Québec. En 2011, la Dre Finn a grandement contribué à la création du Centre d'excellence en santé mentale au conseil scolaire Lester B. Pearson. C'est d'ailleurs comme ça que nous avons fait connaissance alors que nous cherchions à faire des choses similaires. Ce centre sert de ressource en santé mentale pour les 9 conseils scolaires anglophones de la province. Elle est aussi cofondatrice du Canadian School Mental Health Leadership Network, qui aide les leaders du système et les fiduciaires à sensibiliser les gens à la santé mentale scolaire. Cindy s'emploie à soutenir et à améliorer les milieux d'apprentissage sains pour les élèves et le personnel. En 2017, son travail en santé mentale scolaire a été reconnu par l'Association des administrateurs des écoles anglophones du Québec, qui lui a décerné un prix d'excellence tout à fait mérité, je dois dire. Cindy, ta passion est palpable quand tu parles. J'ai hâte d'entendre tes réflexions. Merci beaucoup, Cathy, pour cette chaleureuse introduction. C'est un réel plaisir d'être avec vous. La santé mentale à l'école a vraiment été l'une de mes grandes passions et j'ai la chance qu'en tant que directrice de l'ensemble du district scolaire, nous puissions maintenant la mettre pleinement en pratique en insistant davantage sur ces aspects universels déjà évoqués. Dans notre district, nous faisons clairement passer le message que tout le monde a un rôle important dans le bien-être des élèves et du personnel parce que les deux sont étroitement liés. Dans notre district, chaque conseil scolaire au Québec doit avoir un plan d'engagement vers la réussite, ce qui nous oblige à suivre les indicateurs classiques en éducation. Nous examinons attentivement les taux de diplomation et les parcours menant à la réussite. Dans la dernière version de ce plan d'engagement, nous avons véritablement mis l'accent sur le bien-être socio-émotionnel comme fondement essentiel de l'apprentissage et de l'épanouissement. Pas seulement à l'école, mais partout. Dans notre district, nous insistons sur l'importance des relations. Avoir un lien avec un adulte fiable, attentif et bienveillant est le droit de chaque enfant. Et nous devons absolument nous assurer que chaque membre du personnel assume ce travail. Que vous soyez enseignant, professionnel, assistant éducatif, conseiller ou directeur d'établissement, c'est vraiment à chacun de créer ces relations et de construire cette base d'appartenance et d'accueil. À cet égard, nous avons dans notre district une équipe spécifique appelée la Family School Support and Treatment Team qui travaille explicitement à modéliser cette approche auprès du personnel et à proposer des pistes concrètes. Nous investissons largement dans l'apprentissage socio-émotionnel dans notre district. Merci Cindy. Je rends la parole à Ashley. Oui, merci beaucoup, Dre Finn.
Je ris de moi-même, vraiment, sincèrement, vous m'avez ôté les mots de la bouche et même de mes notes, en parlant exactement de la façon dont chacun a un rôle à jouer dans ce travail. C'est justement là que nous allons. Je vous suis vraiment reconnaissante d'avoir préparé le terrain parce que c'est précisément notre prochain sujet. Nous allons aussi centrer notre réflexion sur le renforcement des compétences de tout le personnel scolaire dont Cindy a parlé et sur son incidence sur la coordination des services du continuum de soutien, notamment autour du dépistage précoce et du soutien. Dans le premier webinaire, nous avons insisté sur le fait que le travail de prévention du suicide et de promotion de la vie, comme l'a dit la DREFIN, est la responsabilité de toute la communauté scolaire. Et nous savons qu'au sein du district scolaire, différents membres du personnel ont besoin de niveaux de connaissances et de compétences différents pour accompagner efficacement les élèves. En tant que leader du système, vous pouvez mettre en place les mécanismes et les structures qui rendent cela possible. Cela signifie que tout le personnel suive régulièrement une formation fondée sur des données probantes en littératie en santé mentale, afin de reconnaître les signes avant-coureurs et de répondre aux élèves avec plus d'assurance, tout en connaissant les parcours et les protocoles en vigueur dans le district scolaire. Par exemple, les enseignants en classe peuvent avoir besoin de stratégies pratiques pour repérer les premiers signes de détresse et y répondre. Les directions d'école peuvent nécessiter une formation au protocole et à la prise de décision à l'échelle du système. Et le personnel spécialisé en santé mentale doit posséder des connaissances cliniques approfondies ainsi qu'une supervision experte pour évaluer et gérer le risque de suicide. En nous concentrant sur ces actions, nous créons à l'échelle de l'école une culture de vigilance, de sécurité et de soutien rapide, où chaque membre du personnel est apte à repérer les signes, à poser les questions difficiles, et se sent compétent pour orienter l'élève vers les ressources appropriées. Distinguer la détresse passagère des problèmes de santé mentale peut être difficile, mais grâce à une formation adaptée et à des protocoles clairs, le personnel est en mesure de repérer les signes et d'intervenir rapidement en proposant du soutien. Nous ne demandons pas aux enseignants d'endosser un rôle clinique en santé mentale, mais nous habilitons plutôt les personnes qui voient les élèves au quotidien à remarquer les signes avant-coureurs d'un problème. Le personnel scolaire est les yeux, les oreilles et le cœur de notre système. Lorsque nous leur fournissons les connaissances, les compétences et des directives claires, nous créons des environnements plus sûrs et plus réactifs pour chaque élève. C'est ainsi que nous passons de la gestion de crise à la prévention et à l'intervention précoce dans tout notre système. Je rends maintenant la parole à la DREFIN, qui nous rejoint pour expliquer comment son district renforce la littératie et la prévention du suicide. Je vous encourage aussi à réfléchir à la façon dont votre district scolaire pourrait former tout le personnel à repérer les signes précurseurs d'un risque de suicide. À vous, DREFIN. Merci. Je vais donner quelques exemples de ce que nous faisons dans notre district pour compléter ce qu'Ashley vient de présenter. Nous cherchons à outiller le personnel à tous les niveaux avec des outils favorisant de façon concrète la santé mentale et l'apprentissage socio-émotionnel. On le fait de diverses façons. Dans l'introduction de Cathy, elle a mentionné notre centre d'excellence pour la santé mentale. Il est basé dans notre district, mais nous fournissons des ressources pour toute la province. L'une des choses que nous faisons régulièrement, c'est créer ce que nous appelons des cartes postales. Elles portent toujours sur un thème lié à la santé mentale, à la résilience, la capacité à faire face, l'attachement, des sujets importants à aborder. Nous allons aussi plus en profondeur en parlant de comment repérer les signes d'anxiété, de comprendre ce qu'est l'automutilation non suicidaire ou encore du bien-être des enseignants et de son importance. Nous proposons également des cartes postales sur la prévention du suicide. Notre site Web contient non seulement les ressources du Centre d'excellence, mais aussi des ressources réunies lors d'événements comme celui-ci ou par le travail d'organisations communautaires et de partenaires en santé. Ce que nous voulons vraiment, c'est donner aux gens de l'information parce que la littératie commence à ce niveau. Pour les autres membres du personnel, nous proposons aussi des occasions de formation très ciblées. Par exemple, il y a quelques semaines à peine, notre centre d'excellence a organisé une journée complète de formation sur l'entretien motivationnel. Plusieurs de nos écoles ont aussi offert à leurs équipes des formations axées sur l'approche centrée sur les solutions pour que chacun examine chaque jeune sous l'angle des atouts positifs qu'il apporte dans une situation, en reconnaissant ses difficultés et en comprenant exactement comment utiliser ses forces pour fixer des objectifs précis et travailler avec chaque jeune individuellement en étant vraiment attentif à chacun. On souligne aussi qu'on peut toujours trouver des points d'appui positifs.
Nous faisons aussi de la sensibilisation auprès des parents dans notre système. L'année dernière, notre centre d'excellence a proposé plusieurs webinaires pour les parents sur des thèmes liés à la résilience, au deuil, à l'importance du sommeil pour le bien-être, à l'anxiété et à la reconnaissance des signes. Nous cherchons activement à créer davantage d'occasions de discussion afin que chacun comprenne mieux ce que disent les recherches et ce que recommandent les pratiques prometteuses et exemplaires, et ensuite à nous assurer que ces savoirs se diffusent dans tout notre système et ne restent pas simplement confinés à nos professionnels de la santé mentale. Ceux-ci ont un rôle plus précis à jouer dont nous parlerons dans un instant, une fois que nous aurons abordé brièvement ces différents niveaux. Je m'arrête là pour l'instant et redonne la parole à Ashley. Merci beaucoup, Driffin. J'adore les exemples concrets que vous avez donnés. J'apprécie vraiment aussi la conversation axée sur les forces que vous avez avec tout le personnel de votre district, autant pour certaines ressources dont vous avez parlé que pour le développement professionnel que vous avez mis en avant. Nous allons passer aux pratiques fondées sur les données probantes et aux soins basés sur l'évaluation. Vous avez évoqué l'approche centrée sur les solutions et l'entretien motivationnel. Ce sont des options que les districts scolaires peuvent envisager pour mettre en œuvre des pratiques fondées sur des données probantes. Merci beaucoup. En revenant aux diapositives, je veux attirer votre attention sur les pratiques fondées sur des données probantes. Ce sont des approches qui intègrent 3 éléments clés: les recherches actuelles, le jugement clinique et professionnel des praticiens, et les savoirs locaux ou culturels. Cela garantit que les interventions ne sont pas seulement efficaces en général, mais vraiment pertinentes et adaptées aux élèves que vous accompagnez. Les pratiques éclairées par les données probantes aident à faire en sorte que nos efforts de prévention soient prévisibles, mesurables et en accord avec ce qu'on sait pour préserver la sécurité des jeunes. L'identification précoce de la détresse, le renforcement des facteurs de protection, le travail axé sur les forces et l'accès rapide à du soutien. Dans le système de soutien à paliers multiples, les pratiques éclairées par les données probantes nous permettent aussi d'ajuster le bon niveau d'intervention pour chaque élève, ce qui réduit les références inutiles et fait en sorte que les élèves reçoivent du soutien rapidement. En définitive, l'application de pratiques fondées sur des données probantes au sein du SSPM favorise l'intervention précoce, des décisions plus cohérentes et des soins nettement plus équitables d'un établissement à l'autre. Lorsque chaque palier est fondé sur des données probantes, les établissements sont mieux placés pour créer des environnements où les élèves se sentent reconnus, soutenus et liés, ce qui joue un rôle protecteur essentiel dans la prévention du suicide. En passant à la diapositive suivante, réfléchissez à comment votre district peut soutenir l'adoption d'interventions fondées sur des données probantes pour éviter le recours à des services plus intensifs. Investir dans des formations de grande qualité et de niveau expert pour les professionnels de la santé mentale en milieu scolaire est un autre élément clé pour renforcer la capacité du système à prévenir le suicide. Ce groupe de personnel fournit nos soutiens les plus intensifs et la qualité de leur formation a un effet direct sur la qualité des services que reçoivent les élèves. En nous engageant dans un développement professionnel avancé et en garantissant un accès régulier à une supervision clinique, nous renforçons les compétences des intervenants en santé mentale scolaire, nous favorisons l'adoption de nouvelles stratégies et, en fin de compte, nous élevons le niveau de prise en charge dans nos établissements. Lorsque le temps de formation est limité, la littérature met en avant 3 domaines clés: les protocoles de prévention et d'intervention précoce fondés sur des données probantes, l'évaluation et la prise en charge du risque de suicide, et une réponse efficace aux événements tragiques. Ce sont les domaines où une préparation adéquate sauve directement des vies et stabilise les communautés. En votre qualité de leader, je vous invite à réfléchir plus attentivement à la manière de prioriser et de soutenir la formation continue du personnel qui offre des services cliniques dans votre district. Je rends maintenant la parole à la Driffin pour qu'elle partage ses réflexions. À vous, Driffin. Merci, Ashley. Dans notre district, il est vraiment important de porter une attention particulière aux formations requises. Nous avons tous deux veillé à rester alignés sur les meilleures pratiques prometteuses. C'est donc un processus continu. Nous avons la chance, dans notre district, de disposer non seulement d'une expertise à l'interne, mais aussi de pouvoir solliciter nos partenaires. Il y a quelques années, nous nous sommes associés au département de psychologie de l'éducation de McGill et avons créé un protocole de prévention du suicide spécialement conçu pour les écoles. Ce protocole nous permet vraiment de positionner clairement toutes les personnes impliquées parce que quiconque travaille avec un jeune est potentiellement concerné par l'évaluation du risque. Comme mentionné plus tôt,
Nous comptons sur nos enseignants et sur ceux qui côtoient les élèves au quotidien pour être les yeux et les oreilles du système, pour être à l'affût des signes. S'il y a des inquiétudes, il faut les signaler et ça remonte généralement directement à la direction de l'école. Nous avons travaillé avec nos directions afin de pouvoir ensuite faire venir l'intervenant en santé mentale affecté à l'école. Heureusement, dans mon district, nous avons des professionnels de la santé mentale affectés à chaque école. Un psychologue, un travailleur social, un psychoéducateur ou un conseiller selon les cas. Des personnes spécialement formées. Il y a aussi des moments où quelqu'un peut, pour diverses raisons, ne pas se sentir suffisamment à l'aise pour mener à bien le protocole. On peut alors faire appel à certains de nos partenaires en santé et services sociaux. Nous disposons d'un protocole qui nous permet de procéder à une évaluation du risque, puis d'élaborer un plan en tenant compte, bien sûr, du jeune devant nous. Je dirais que l'une des choses avec lesquelles nous avons encore de la difficulté, et je ne veux pas donner l'impression qu'on a tout compris, c'est que notre protocole a été délibérément conçu pour des élèves plus âgés, soit des adolescents ou des jeunes de plus de 12 ans. Nous avons réalisé qu'il y avait une lacune dans notre pratique parce que nous ne savions pas toujours comment gérer les évaluations du risque pour des élèves plus jeunes. La littérature sur ce sujet venait tout juste d'émerger, tout comme les pratiques de nos partenaires. C'est un travail que nous avons approfondi ces dernières années pour mieux comprendre comment réaliser ces évaluations du risque de façon plus adaptée à l'âge et culturellement sensible. C'est encore un travail en cours. Nous faisons régulièrement des formations avec nos directions d'école et nos équipes ressources pour que tous sachent que ces protocoles existent. Nous avons créé des visuels précis et des schémas de processus pour que les gens puissent accéder rapidement à l'information parce que lorsqu'une inquiétude surgit, on veut pouvoir agir rapidement et s'y référer. Si on doit orienter l'élève vers des services externes, en ce moment, dans notre district, nous préparons également des trousses d'informations plus complètes pour les écoles. Ce ne sera pas seulement le protocole d'évaluation du risque de suicide, mais aussi des outils portant sur les plans de suivi ou de postvention et sur la façon de mieux collaborer avec des ressources externes. Car nous reconnaissons que même si nous sommes principalement en milieu urbain, et suburbains, certaines écoles se trouvent en zone rurale et n'ont peut-être pas accès aux services de santé et sociaux en anglais, puisque nous sommes dans une province francophone. Il reste donc des défis locaux sur lesquels nous travaillons en essayant de nous associer le mieux possible aux partenaires externes en santé et services sociaux, tout en reconnaissant qu'il reste beaucoup de choses que les écoles peuvent faire ensemble pour soutenir les élèves et établir des plans de prise en charge adaptés. Merci beaucoup, Driffen. J'ai vraiment apprécié les détails sur votre processus de protocole en cas de risque suicidaire et le fait que vous devez tenir compte de l'évolution du profil des élèves et que, lorsque les choses changent, vous devez revoir attentivement et ajuster votre protocole au fil de l'évolution des besoins. Vu l'importance du partenariat et de la communication continue avec la communauté, nous en discuterons dans un prochain webinaire. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à quelques messages clés qui concluront le contenu d'aujourd'hui avant de passer aux salles de sous-groupe. Tout d'abord, je veux souligner le principe clé dont nous avons parlé tant lors du dernier webinaire que dans celui-ci, les approches à l'échelle de l'école où la promotion de la santé mentale est tissée dans la culture quotidienne de l'établissement. La littérature montre de façon constante que c'est ce qui marche le mieux pour prévenir le suicide. Ce ne sont pas des programmes ponctuels. Il s'agit de créer des environnements où les élèves se sentent en sécurité, liés à leur milieu, valorisés et soutenus. Lorsqu'on parle d'approche pour toute l'école, on reconnaît aussi que chaque personne dans l'établissement, comme la Driffen l'a souligné plus tôt, a un rôle à jouer. Ces rôles diffèrent, mais chacun compte vraiment. Il faut reconnaître que dans le district scolaire, différents membres du personnel ont besoin de niveaux de savoir et de compétences différents pour appuyer efficacement les élèves. En définitive, la prévention du suicide est plus efficace quand tout le monde est aligné, soutenu et qu'on collabore au sein d'un système coordonné. La prise de décision éclairée en matière de promotion de la santé mentale ou pour des pratiques fondées sur des données probantes nécessite un choix réfléchi et délibéré. Tout programme ou service qu'un district choisit doit clairement s'aligner sur la stratégie globale de santé mentale et soutenir les cadres existants, comme le système de soutien à paliers multiples, et compléter plutôt que concurrencer les pratiques actuelles.
Cela garantit la cohérence, évite les doublons et aide le personnel à offrir un soutien constant, fondé sur des données probantes. Il est aussi important de souligner que les élèves ne doivent pas être placés dans des rôles d'aide ou d'intervention entre pairs en lien avec la prévention du suicide. Même si les liens entre pairs et le sentiment d'appartenance ont un effet protecteur, la gestion du risque suicidaire exige des adultes formés, compétents, bien soutenus et des protocoles clairs. Nous créons des environnements où les élèves savent comment demander de l'aide, à qui s'adresser et ont pleinement confiance que les adultes de l'école réagiront de manière efficace.